La démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État. La phrase est signée Charles Pasqua, et justement, dans le dossier que M. X ouvre aujourd'hui, il va beaucoup être question de Charles Pasqua, alors qu'il était ministre de l'Intérieur du premier gouvernement de cohabitation dirigé par Jacques Chirac. André Messilly était un avocat français d'origine algérienne. En 1987, il a été assassiné sur le sol français et le tueur, rapidement identifié par la police, شفير يبواس نتفسوس اسمي فافا يموت نكذ ولت ما ذقوسو ميثن غان نلا نتساركو غسين يثران دي قنوان نكشم ذي الطرام كل شغل زفاريان يتسوى تصار الصازات الخام اللين توالني وغالغ ذا قوقام هاي قريدة مقران إني يتكان وشار مقابل عيني ضران ثورة ضايا نكوني ذيك وجيلن لحكم الجزاير يسوز ري ذمن ويدي خدمنا ياكي ذي قرفيوان ورلي ندير قازان شومن مازال غدي كوردان أسلي غي سوتك يما يغتينا نسلو أمين سلو أي اللي غفات ولي غري غفتل اللي أشرا ونديني أي راوي أكاي كورا سكران وقراوني ونسلو أمين ونسلو أي اللي غفات ولي غري غفتل اللي أمشرا ونسفح ما أي راوي أكاي كورا سكران وقراوني شفير يبواس نتفسوث اسمي فافا يموت ديت واشورديو ذك شمتو قدير يا ليون يحزن ديت سوسمير يسقسى غشيمي وردو فيغ تيريريث مرمرة تكفو يرتارقيث عيما عزيزن داشي غيوغن ورزريع بلي نسع داون غسكن قولي وشعلن تيمس غي غتسوغا غمزمير غمزوني شو تجلس يلاس فافا يكتف تدوث يبغى يفنو الجزاير تماينوث يموت ذاك يدير غربة يرنا وين يثين غام ذا قبيريا من الصايا خدا مازال غدي كردان اسلي غي سوتك يما يغتينا نسلو امين نسلو اي اللي غفات ولي غري غفتل اللي اشرا ونديني اي راوي اكاي كورا سكران وقراوني نسلو امين نسلو اي اللي غفات ولي غري غفتل اللي امشرا ونسفح ما اي راوي Ne pleure pas mon fils, ne pleure pas ma fille. Aujourd'hui papa est mort pour la liberté. Ne pleurez pas, soyez fiers. Votre père est mort en révolutionnaire. Nous sommes les enfants de ceux que vous avez tués, les fleurs du printemps que vous avez piétinées. Nous sommes l'espoir, la fierté de cette terre ancestrale souvent convoitée. Nous sommes la vérité crue, dure à entendre, la liberté sous écrou, la Bresse sous la cendre, les héritiers des promesses du 1er novembre que vous avez trahi en prenant les commandes. Nous sommes la mémoire, notre histoire n'est pas à vendre. Vous ne pourrez jamais la salir par la propagande. Nos héros n'ont ni statut ni monument, mais demeurent dans nos cœurs éternellement. Nous sommes la colère qui fait tomber le mur de la peur, la voix populaire qui fait trembler les décideurs. Nous rêvons d'un avenir meilleur, la faim au ventre, quand vous ne pensez qu'à vous partager la rente. Nous tenons les murs, vous tenez les rênes, pour nous diviser, vous attisez la haine. Les mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. Quand les scandales vous éclaboussent, vous restez en place. Vos poches se remplissent, votre appétit est sans fin. Maudits soient ceux qui trahissent leur clan pour du pain. A été expulsé en urgence absolue vers Alger.
Exactement, comme si Paris ne voulait pas s'impliquer dans une affaire algérienne, ou plutôt, exactement comme si la France ne voulait pas contrarier l'Algérie, avec laquelle elle entretient des rapports aussi houleux que passionnels. Pendant plus de 20 ans, et malgré les efforts incessants de la veuve de Messigli, le dossier de ce crime d'État, car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'a guère progressé. La justice ne s'est pas hâtée et a même à plusieurs reprises essayé d'enterrer purement et simplement l'affaire. En octobre 1992, par exemple, la Cour d'appel de Lyon juge irrecevable la plainte d'Annie Messigli au motif qu'elle ne saurait prétendre avoir personnellement souffert de préjudice. Il agit de conserve avec un certain Sami, 2 hauts personnages algériens. Leurs noms et leurs fonctions sont donnés. On proposait 800 000 francs pour exécuter le contrat. Le mystérieux informateur est même capable d'indiquer dans quel restaurant la négociation a eu lieu. C'est un effet étonnant. Ce n'est pas fini, parce qu'on n'a pas envie que les policiers s'égarent. Donc, on leur donne en prime des informations de première importance, et en particulier le signalement d'Amelou, de Sami, et des 2 hauts responsables algériens, dont l'un est un commandant de la sécurité militaire. Pour faire bonne mesure, on ajoute que Malek Amelou, qui vit avec une danseuse nue qui se produit à Pigalle, possède 2 voitures, une Porsche et une BMW. Et on ajoute le numéro d'immatriculation des 2 voitures, et même l'adresse du garage où elles sont remisées. Ça peut pas être plus coopératif, n'est-ce pas? Et j'allais oublier. On dit que ce Malek Amelou est en Algérie, mais que sa concubine, qui se trouvait avec lui, est de retour en France. Les policiers vont donc pouvoir tendre une souricière. Oui, mais d'abord, ils vérifient le tuyau. Tout est exact. La ligne téléphonique de Fatna est aussitôt mise sur écoute. Et rapidement, ça donne des résultats. Malek appelle sa compagne depuis l'Algérie. Très mystérieusement, il lui demande de ne surtout pas fréquenter les magasins pendant la 3e semaine de juin, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Les policiers pensent immédiatement aux attentats qui ont ensanglanté Paris 1 an plus tôt, en 1986. À Alger, ce type a pu obtenir des informations sur la préparation de nouveaux attentats. Et il y a du vrai là-dessous, là? C'est très possible. Les services algériens, qui avaient d'excellents rapports avec la plupart des mouvements terroristes et qui, je vous l'ai dit, servaient souvent d'intermédiaires avec les ravisseurs dans les prises d'otages, pouvaient très bien savoir quelque chose. En tout cas, ça signifiait pour les policiers français que Malek n'était pas seulement le petit truand qu'on pensait. Ouais. Et qu'apprennent-ils encore, alors, grâce à ces écoutes? Le souteneur parle d'argent caché en Corse. Voilà. L'argent du contrat? Certainement. Mais surtout, ils apprennent le retour prochain de Malek Amelou à Paris. Et ils l'arrêtent sans difficulté quand il revient chez lui. Aussitôt, une perquisition est ordonnée à son domicile. C'est bien le moins. Et ça donne quelque chose? D'abord, les policiers se rendent compte que Malek vit sur un grand pied. Mais l'important, c'est le petit papier trouvé dans son portefeuille. Un ordre de mission de la sécurité militaire algérienne, paraphé par un certain capitaine Rachid Hassani. Et ce voyou avait gardé ce document sur lui. Une imprudence incroyable, non? Ouais. En tout cas, le mystérieux indicateur avait donc raison sur tous les plans. Oui, cependant Amelou, placé en garde à vue, n'est guère bavard. Il raconte des bobards et nie bien sûr toute participation dans l'assassinat de Messigli. Alors que Fatna, qui a été placé en garde à vue en même temps que Malek, commence à craquer, un ordre vient du ministère de l'Intérieur. L'Algérien et sa compagne sont expulsés en urgence absolue. Le soir même, ils s'envolent pour Alger. On ne veut pas qu'il parle, quoi. C'est évident. Et on ne veut surtout pas déboucher sur une mise en cause de l'Algérie. Mais le juge d'instruction, alors? Bon, c'est passé de lui demander son avis. Et l'affaire en est restée là? Sur le plan policier? Oui. Le comparse de Malek, le nommé Sami, qui s'appelait en réalité Nemnouch, était parti en Algérie depuis belle lurette. Quant aux autres hommes qui avaient plus ou moins été mêlés à l'affaire, ils n'ont jamais été réellement inquiétés. Silence, donc. Silence et falsification de la vérité, oui. J'ajoute que l'homme qui devait être le garde du corps de Messigli... Le colosse, là? Oui, Khaled Dabal. Il estimait avoir une dette vis-à-vis de l'avocat qui l'avait bien défendu lors de son procès. Et il s'est mis en tête de faire la lumière sur l'assassinat de Messigli. Mal lui en a pris. 2 ans après Messigli, il est tombé à son tour sous les balles d'un tueur. Naturellement, on a conclu qu'il s'agissait d'un banal règlement de compte entre malfrats. Un peu facile, non? Bien évidemment. Alors, venons-en au dernier développement. Dès qu'il est arrêté, Mohamed Zian Hassani proteste de son innocence, on le confond avec quelqu'un d'autre. Ouais, le vrai Rachid Hassani. Mais bon, il faut rappeler que cette arrestation a eu lieu il y a 2 mois, au mois d'août. Et d'ailleurs, dit-il, il n'a jamais fait de carrière militaire. Cependant, ce transfuge dont je vous ai parlé, l'ex-colonel Samraoui, affirme qu'il s'agit bien du capitaine Hassani qu'il a connu.
Mais pour introduire un peu plus de confusion, l'autre transfuge, Aboud, nie que l'homme arrêté à Marseille-Marignane soit le Rachid Hassani qui a remis 800 000 francs au tueur. Ah, ça c'est grande confusion, alors que penser? Bon, je me bornerai à faire 3 observations. D'abord, la modification du patronyme et du prénom ne signifie rien. Il s'agit là d'une pratique courante des services secrets lorsqu'ils veulent couvrir un agent. Par contre, si ce Hassani est réellement coupable, il aurait certainement évité de venir en France. Ouais, à cause du mandat d'arrêt délivré contre lui. Bien entendu. A contrario, son attitude est curieuse. Votre confrère de France Inter, Benoît Colomba, vient de le révéler. Hassani a refusé d'être soumis à des tests génétiques et graphologiques. De la même façon, il ne veut donner aucun détail sur son CV. Et s'il était innocent, il devrait satisfaire sans problème à la curiosité du juge. Bah, évidemment. Alors, pour terminer, je vous donne quelques clés pour mieux comprendre cette affaire. À plusieurs reprises, j'ai évoqué des gens haut placés qui, à Alger, donnaient des informations à Messili et ont ensuite téléguidé l'enquête de la police française. Ces personnages ont tout fait pour que la vérité éclate. Ouais, mais ils ont échoué. Il faut malheureusement le reconnaître. Et pourtant, ils avaient transmis des renseignements explosifs à Messili. Quoi alors? Ses opposants clandestins avaient révélé à l'avocat que la propre épouse du président Chadli avait la main mise sur la négociation de quelques juteux contrats internationaux. Mais il y avait aussi autre chose, et ça jette une lumière crue sur l'affaire. Je vous écoute, là. Lorsqu'il a été assassiné, Messili venait d'apprendre que des milliards d'anciens francs avaient été distribués par l'Algérie à des partis politiques français. Versement attesté par des documents émis par la pairie générale de l'ambassade d'Algérie à Paris. Voilà pourquoi l'avocat a été liquidé de toute urgence par un tueur maladroit qui a semé sur son chemin de nombreux petits cailloux blancs. Nous sommes 63, avril 80, octobre 88, juin 2001. Nous sommes de Tizi, de Tlemcen, de Batna, d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Rardaya. Des montagnes, de la plaine, du désert, autant de peuples divers, de souches berbères. Nous sommes immigrés ou en exil, aux 4 coins du globe, dans les campagnes et dans les villes. Nous sommes les haragas, brûleurs de frontières, prêts à tout pour fuir le chômage et la misère. Nous sommes les fantômes de la décennie noire qui reviennent vous hanter dans vos cauchemars. Nous sommes ces silhouettes qui descendent dans la rue, brandissant les portraits de leurs fils disparus. Il est des blessures que rien ne répare. Pour toujours, un fleuve de sang nous sépare.